Bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Merci à nos intervenants d'être venus à cette heure matinale pour traiter d'un sujet qui est, me semble-t-il, un enjeu majeur pour le développement des métropoles dans les décennies à venir, celui des contraintes du réchauffement climatique. Donc, comme vous voyez dans le titre, la métropolisation a-t-elle encore un avenir face aux contraintes du réchauffement climatique? Alors, il s'agit de la 3e matinale d'une série de 5 rencontres que le CEREMA organise avec la Société d'encouragement pour l'industrie nationale qui nous accueille dans ce lieu tout à fait charmant. Et donc, je vais montrer voilà, les prochaines matinales. Ça, c'est aussi à l'adresse des gens qui sont en ligne, puisque nous avons énormément de personnes qui sont en ce moment en train de nous écouter depuis chez eux. Et donc, nous aurons ensuite 2 autres matinales. Le 18 juin, comment gérer les conflits d'usage de l'eau et les menaces d'inondation à plus 4 degrés en France. Et le 9 juillet, l'apport de l'IA générative dans l'adaptation des territoires. Je reviens voilà donc sur la liste sur les participants, et donc je vais peut-être très rapidement faire une présentation des personnes qui ont accepté de débattre ce matin. Alors, je vais le faire par ordre alphabétique. Je vais commencer par Thomas Clochon, qui travaille depuis 2016 au sein de Syntec Ingénierie, qui est la fédération professionnelle de l'ingénierie. Il a pris en charge les activités relatives au développement durable ainsi que le pilotage des actions territoriales. En 2019, il a assuré le lancement d'une charte de l'ingénierie pour le climat, qui a été étendue depuis 2024 aux enjeux de biodiversité. Il a piloté en 2022 une étude prospective sur les métiers et les compétences de l'ingénierie face aux enjeux du climat et de la biodiversité à travers l'Observatoire des métiers du numérique, de l'ingénierie, du conseil et de l'événement, l'OPIEC, dont il assure la présidence paritaire. Faut signaler que cette étude a donné lieu à une contractualisation avec l'État et un engagement pour le développement de compétences. Et donc, parallèlement à son activité professionnelle, il a rédigé entre 2002 et 2022 un mémoire sur les ingénieurs et le climat dans le cadre d'un executive master dialogue social et stratégie d'entreprise à Sciences Po Paris. Je terminerai en disant qu'il est diplômé d'un master en management et développement des RH, et il a exercé l'essentiel de son activité au sein de la fédération au sein des fédérations, notamment au sein du monde industriel pharmaceutique. Bien, deuxième personne, alors c'est le hasard des noms, donc c'est encore un homme, Laurent Delquerou, qui est chef de projet stratégie de résilience des territoires au sein du Shift Project, dont le président fondateur est le bien connu Jean-Marc Jancovici. Depuis 2020, Laurent pilote les projets de publication consacrés à la résilience des territoires face aux enjeux énergie-climat, dont notamment un cahier sur les métropoles. Il est actuellement en charge d'un nouveau projet Atlas 2050 consacré à l'étude des dépendances et des conflits d'usage de ressources des territoires à 2050. Je pense qu'on est bien dans le sujet de ce jour, en particulier dans le contexte des transitions climatiques et énergétiques. Laurent accompagne depuis 30 ans les acteurs dans leur politique et leurs projets de développement territorial, essentiellement à travers des missions de conseil en France, en Europe et en Afrique. Il y a 15 ans, il a créé un cabinet Eureka 21 spécialisé dans la coopération européenne territoriale sur les questions de transition écologique. Et par ailleurs, il est ingénieur, mais je n'ai pas retenu de quel ingénieur agronome. Parfait. Alors, intervenante suivante,
Donc Annabelle Ferry, donc ma collègue du CEREMA, donc qui est actuellement directrice de la direction technique territoire et ville, ce que dans notre jargon on appelle la DTEC TV. Depuis janvier 2022, elle coordonne l'activité du CEREMA dans le domaine de l'aménagement, de l'ingénierie, de l'expertise territoriale, de la mobilité du bâtiment et plus largement de la transition écologique et de la résilience des territoires. Elle coordonne l'élaboration et la mise en œuvre de programmes pour le contrat de l'État et des collectivités territoriales. Auparavant, Annabelle a occupé des postes d'adjointe au chef du pôle projet et appui opérationnel et chef du pôle interface et contrats territoriaux à l'Agence nationale pour la cohésion des territoires, la NCT. De 2007 à 2019, elle a travaillé en qualité d'experte sur les infrastructures et les politiques de mobilité au sein du commissariat général à l'égalité des territoires du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, et elle a participé à la création de la NCT où elle a travaillé. Elle est, sur le plan des diplômes, elle est architecte, diplômée d'État, diplômée de l'ESSEC. Elle a notamment occupé durant 9 ans le poste d'architecte urbaniste et responsable du pôle urbanisme et aménagement urbain au sein du groupe AREP, une filiale du groupe SNCF. Bien. Alors, Lucille Kotler, bien, je prononce bien votre nom, parfait, est directrice RSE et développement durable chez Placo, Isover et Isona, c'est ça, qui sont des filiales du groupe Saint-Gobain, dans laquelle elle a fait l'essentiel de sa carrière depuis 20 ans, en particulier à l'international entre 2005 et 2019. Elle a dirigé une thèse de doctorat sur la création de valeur via les achats responsables. Elle aura été directrice achat responsable pour la branche distribution bâtiment du groupe de 2011 à 2016, en charge d'éco-conception et économie circulaire pour le groupe, là sur la période 2016-2019. Elle est titulaire d'un doctorat en gestion achat responsable de l'Université de la Côte d'Azur et elle a réalisé un master chez Schema, où j'ai d'ailleurs le plaisir d'enseigner de temps en temps. Bien, alors Isabelle Spiegler, je prononce bien votre nom ? Spiegler, pardon. Elle est membre du comité exécutif de Vinci et vice-présidente environnement de ce groupe, où elle est notamment responsable de la définition de la mise en œuvre de la stratégie environnementale. De 2018 à 2019, elle a été responsable des activités environnement d'Arcadis pour la France. Elle a notamment assuré la gestion de projets dans les domaines des sites et sols pollués, à la fois en réalisation d'investigations, conception et réalisation de travaux de dépollution. Elle est spécialiste en gestion de portefeuille de sites et études d'impact environnemental, à la fois pour les clients industriels et des projets d'infrastructure. De 2015 à fin 2016, elle a assuré le développement des activités business Advisory Environment pour Arcadie au niveau européen. De 2001 à 2015, elle a travaillé chez PwC, où elle a occupé plusieurs fonctions, mais toujours autour du développement durable. Elle est titulaire d'un master de l'ingénierie environnementale de la Technische Universität de Berlin et elle possède un master IMT. Alors, je ne sais pas ce qu'est IMT. D'accord, Institut Mines Télécom, pardon, Nord Europe, fait à Villeneuve d'Ascq, là où j'ai d'ailleurs fait toutes mes études. Bien, donc ceci étant dit, donc vous avez eu la présentation de nos différents intervenants, donc nous allons pouvoir attaquer directement sur le sujet qui nous intéresse. J'avais invité Vincent Fouchier, qui est le directeur de la prospective de Marseille Métropole à venir, mais il avait des contraintes. Et il a été d'ailleurs mon collègue lorsqu'il était en charge de la prospective et la data quand j'étais en charge du développement durable. Et donc, il nous a aimablement laissé un message. Alors, c'est plus qu'un message, hein, c'est quand même une petite introduction de notre sujet. Et donc, pendant 5 minutes, vous allez pouvoir écouter son propos qui, je pense, plante bien le décor de notre matinale sur lequel nous allons ensuite dérouler. Moi, j'ai une acception très simple de la métropolisation, c'est l'atterrissage de la mondialisation dans les territoires, qui se croise avec l'attractivité des grandes villes. Et les deux combinés font que nous avons eu, en France, en Europe
et dans beaucoup de pays dans le monde, une croissance des grandes villes qui se mettent en réseau avec leur territoire alentour et qui croissent très vite, très fortement, par assèchement d'abord des espaces ruraux qui font venir leurs habitants qui, eux, sont en train de perdre leur capacité de vivre dans la campagne et qui massivement vont vers les villes. Mais j'ai tendance à dire que tout ce qui a fait les fondations de la métropolisation, tous les moteurs qui en ont été à l'origine sont globalement en panne sèche. Quelques illustrations. La forte croissance démographique, celle qui nous attend demain, ne sera pas aussi forte que celle qui a généré la métropolisation. La forte croissance économique. Je pense qu'on ne rêve plus des croissances à 2 chiffres qu'on a pu connaître ou qu'on voit dans certains pays et qui ne sont plus notre modèle. Donc, forte croissance démographique, forte croissance économique, c'est plus forcément notre avenir. Et les énergies, au sens large du terme, qui ont permis la métropolisation, une énergie carbonée, une utilisation abondante d'un espace que l'on croyait illimité et pas cher, ben, tout ça, c'est fini. Ou si c'est pas fini, c'est qu'on n'a pas bien compris qu'on a atteint les limites. On dit souvent, les métropoles, quelle catastrophe pour le CO2, pour l'environnement, pour la consommation d'espace. Ben, sans être normand, c'est oui et non. Euh, Pourquoi? Parce que si on regarde les chiffres, et moi j'ai produit des articles là-dessus, hein, en utilisant les données de l'OCDE, on voit que les métropoles sont plus, je mets des guillemets, vertueuses d'un point de vue environnemental que les territoires ruraux ou les petites villes, sur le plan de la mobilité, sur le plan des consommations d'énergie, sur le plan des émissions de gaz à effet de serre, sur le plan de la consommation d'espace, ce qui fait qu'un habitant dans une métropole, par tête, va être beaucoup moins impactant sur l'environnement local et planétaire que le même habitant dans un espace rural. Donc si on dit, il y en a marre de la métropolisation, allons tous vivre à la campagne, prenons les millions d'habitants dans les métropoles et allons les mettre à la campagne, faites le raisonnement, c'est totalement intenable. Parce qu'un habitant en métropole, il utilise peu d'espace, il utilise peu d'énergie pour se déplacer, parce qu'il utilise plus les transports en commun, plus la marche à pied, etc. Parce que seule la ville dense et mixte est marchable. Et c'est dans les métropoles qu'on trouve cette ville dense et mixte. Et du fait des crises climatiques plus violentes, plus nombreuses, peut-être moins prévisibles parce qu'on ne sait pas encore bien les anticiper, bien, et oui, l'écho local des bouleversements climatiques se retrouve amplifié dans les métropoles. Mais il n'y a pas que là que ça se passe. Je pense que ces bouleversements climatiques, ils ont aussi des impacts gravissimes sur les espaces naturels ou agricoles. On le voit, les productions agricoles que l'on connaît, au moins en Europe et en Europe du Sud, elles sont très menacées par les bouleversements climatiques. On sait que dans 5, 20, 30 ans, l'agriculture de nos espaces ne sera plus la même. Il va falloir modifier. Et donc, il faudra d'autres productions, mais d'autres spécialisations de production agricole, d'autres industries en aval de ces productions agricoles. Donc, ça réinterroge beaucoup le rural aussi, l'enjeu de l'adaptation au bouleversement climatique. Donc, je ne sais pas si c'est plus grave ou moins grave, c'est d'autres formes qui se jouent dans les métropoles sur les questions de l'atténuation. Euh, nos métropoles, elles sont très touchées lorsqu'elles ont été peu soucieuses de l'émiettement urbain. C'est-à-dire qu'on est allé urbaniser dans les espaces forestiers et naturels, lesquels sont maintenant très soumis au risque d'incendie. C'est simple. Parce que selon la forme urbaine, il y a des modèles urbains qui sont très denses et qui sont de très très bons amortisseurs d'îlots de chaleur. Il suffit de regarder les villes anciennes type Arles. Arles a su, par le modèle des Romains, hein, atténuer les îlots de chaleur par les sens des rues, par le fait de faire passer de l'eau, y compris sous les habitations. Donc il y a des manières de faire qui existent, qui sont parfois pluriséculaires, qu'il faudrait qu'on réactive et qu'on déploie de manière assez rapide dans les centres-villes. Donc il y a cette préoccupation. Malheureusement, on attend très souvent que le choc soit brutal pour ensuite réagir. Mais l'anticipation serait nécessaire.
le propos qui a été tenu. Alors, il est beaucoup plus long. Peut-être qu'on le mettra en ligne pour que tous vous puissiez écouter l'entièreté de cette interview. Je pense que ça présente bien le sujet. Donc, sans attendre, on va vraiment... je vais commencer à vous interroger les uns et les autres. Sur le sujet atténuation, adaptation des territoires, donc vous avez tous une expérience, et donc et c'est ça dont on va discuter, et vous allez nous expliquer ce que vous faites, quel constat vous faites. Et je vais commencer par Thomas Clochon. Donc je lisais dans un de vos documents, anticiper les changements et être force de proposition, c'est votre mot d'ordre. Hein. Et donc selon vous, quelles sont les menaces que vous avez identifiées? Quel est le diagnostic que vous faites sur les conséquences du réchauffement climatique, et en quelques mots aussi, quelles sont les préconisations que vous pouvez faire par rapport à ces enjeux? Vous avez 5 minutes. Merci Gilles, bonjour à toutes et à tous. Alors merci pour ces questionnements et cette table ronde dans un sujet passionnant. À 8h30 du matin, on aborde des vrais sujets. Simplement, voilà, je voudrais juste dire effectivement d'où je parle. Donc la Fédération des entreprises d'ingénierie, nous avons parmi nos membres des entreprises qui sont sur des activités d'ingénierie et qui donc ont et sont confrontés de plus en plus et de manière croissante à des enjeux d'adaptation au changement climatique pour répondre aux besoins de des collectivités, des donneurs d'ordre et donc des territoires. Donc c'est un lieu d'observation où effectivement on voit ce qui se passe en termes d'activité d'ingénierie sur les questions d'adaptation au changement climatique et notamment dans les villes. Alors pour répondre à votre question sur les menaces, quelles menaces on identifie? En fait, la menace qu'on voit en tant qu'ingénieriste, c'est une menace en termes de fonctionnalité, c'est-à-dire les effets du changement climatique vont dégrader un certain nombre de fonctionnalités de la ville, des possibilités, rendre les villes vulnérables à un certain nombre de questions sur le logement, sur le déplacement, sur la question d'assurer des services publics, mais aussi le fonctionnement de la ville, son commerce, etc. Et donc la vraie menace est celle qui arrive et qui fait que soit les collectivités, soit les différents acteurs économiques se posent la question de l'adaptation par rapport à la ville. C'est bien des questions de fonctionnalité. Comment est-ce qu'on adapte la ville aux fortes chaleurs, aux menaces extrêmes, aux effets d'infrastructures, au fait que les infrastructures qui sont nécessaires pour faire vivre la ville peuvent fonctionner, peuvent continuer à fonctionner. Alors, bon, voilà, et c'est ainsi qu'est posée la question de l'adaptation par rapport à des entreprises qui doivent répondre à un moment à une commande très précise de donneurs d'ordre. Alors, par rapport à l'ensemble de ces menaces, les diagnostics qu'on fait et ce qu'on identifie, c'est qu'il y a différents types en fait, de menaces. Il y a l'action qui va devoir être nécessaire à mener par les villes, par les métropoles vis-à-vis des phénomènes extrêmes, qui vont être des phénomènes ponctuels mais sévères, les inondations, les pics de température extrêmes notamment, qui appellent un certain nombre de réponses d'urgence, de soutien à la population dans ces périodes-là, voilà, mais qui seront ponctuels. Alors peut-être que ce sera de plus en plus ponctuel, et c'est là-dessus où il y a des sujets, mais il faudra pouvoir y répondre. Ça, c'est le premier élément sur lequel des réponses sont nécessaires. Le deuxième concerne des adaptations plus structurelles, c'est-à-dire en gros, les infrastructures qui font fonctionner la ville et comment est-ce qu'elles résistent à des fortes chaleurs. Alors je ne parle pas du trait de côte pour celles qui sont directement, pour les villes qui sont directement impactées. C'est l'ensemble de l'organisation en bord de mer qu'il faut revoir. Mais globalement, ce sont des adaptations structurelles sur lesquelles il y a des travaux à prendre en compte qui de toute façon sont inévitables et sur lesquels il y a un sujet de planification qui va être nécessaire. L'adaptation structurelle va prendre en compte des questions nouvelles vis-à-vis du réchauffement climatique et des choses auxquelles on ne pense pas forcément. On y reviendra peut-être tout à l'heure sur des cas un peu concrets, mais sur le fait de dire que un certain nombre de travaux peuvent plus être effectués au mois d'août ou peuvent plus être effectués sur la période estivale. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut rénover les écoles et surtout quand on veut traiter la question des travaux dans les écoles? C'est une question très, très simple, mais en termes de planification, et donc qui sont des missions d'ingénierie, ce sont des questions qui doivent être posées dans l'adaptation structurelle. Et le troisième champ, c'est prendre en compte des évolutions
qui sont souvent d'ordre réglementaire, mais qui sont des conséquences de l'adaptation et en tout cas des conséquences de la prise en compte des enjeux environnementaux de manière globale, alors qui sont pas directement une nécessité de fonctionnalité par rapport à la ville, mais pour lequel la réglementation le prend en compte. Je vais prendre par exemple l'exemple de la biodiversité, la préservation de la biodiversité sur lequel de la réglementation liée à la biodiversité est rendue nécessaire. Bon, c'est pas dans la ville, même s'il faut préserver la biodiversité en ville, l'enjeu de la biodiversité il est planétaire et il va dépasser le strict cadre des villes, mais néanmoins il y a besoin de créer, d'avoir un certain nombre de travaux et d'actions qui sont conduites pour préserver la biodiversité, parce qu'on est dans un cadre environnemental qui est régi par des règles globales et qui s'appliquent à la ville et qui amène là aussi un certain nombre d'études environnementales, d'actions environnementales à mener dans l'adaptation. Donc voilà, on a ça, c'est le diagnostic. Gilles, je suis encore dans le timing ou Oui, absolument. C'est vrai, merci. Et donc, bon, et après, vous me disiez quelles mesures prendre. Alors, des mesures, il y en a à prendre par rapport à il y en a beaucoup, donc on va prendre un peu de temps. Va... Mais en gros, voilà, l'anticipation, elle est absolument nécessaire, savoir caractériser. Et encore une fois, et ça c'est très important pour des ingénieristes, c'est la fonctionnalité de la ville. Par l'activité de nos entreprises, elle arrive fonction par fonction. C'est-à-dire que la commande qui est faite à une entreprise d'ingénierie, elle est pour répondre à un moment à un besoin bien spécifique. Et donc c'est comme ça qu'on observe concrètement les différentes facettes, les milliers de facettes de la ville dans son organisation quotidienne. Elle se traite par des sujets qui sont des fonctions. À quoi sert la ville, pourquoi les villes existent. Alors après on est dans la question un peu plus globale, mais pourquoi les villes existent, c'est parce qu'à un moment il y a un certain nombre de fonctions qui fonctionnent avec un modèle économique qui fonctionne. Le deuxième point est les mesures à prendre sur les mesures, et après je m'arrêterai là, c'est la question de l'équilibre économique. C'est qu'effectivement, les 1000 liens qui existent dans la ville, les 1000 connexions que la ville rend possibles, elles sont rendues possibles notamment par des capacités économiques, par une soutenabilité économique pour la ville dans son ensemble, mais aussi pour les habitants. Quand on adapte le territoire, la question effectivement de la valeur des biens se pose, et ce qui est rendu possible en termes de transition doit trouver une réponse de soutenabilité économique pour l'ensemble des agents. Donc voilà, on y reviendra, mais c'est une question éminemment complexe. Absolument, ça va être au cœur de... on va le trouver, et le coût de l'énergie là-dessus va être déterminant aussi sur la manière dont les villes vivent et évoluent. Voilà, je m'arrête là parce que bien, on parlait des heures. Merci Thomas de cette première intervention. Effectivement, vous avez ouvert un certain nombre de portes et on y reviendra sur les sujets, un certain nombre de sujets que vous avez évoqués. Je vais passer la parole à Isabelle qui, là aussi, c'est un peu quel est le constat dans le cadre de vos missions des effets du réchauffement climatique et quelles stratégies, quelles actions votre groupe Vinci met en œuvre pour y répondre. Là, pareil, 5 minutes. Oui, bonjour à tous et merci beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, les métropoles ont effectivement à lutter contre beaucoup de sujets différents. Et même si je prends la question de l'environnement, il faut à la fois décarboner, il faut s'adapter aux conséquences déjà du changement climatique, réfléchir circularité, réintégrer la gestion des eaux, de la biodiversité. Donc tout ça sur lequel, j'ai un groupe comme le nôtre, il y a 6 ans, on s'est dit, on a une empreinte qui est forte en termes socio-économiques d'abord, mais également environnementale. Et une partie des solutions est entre nos mains, donc il faut qu'on soit proactif et qu'on les apporte, voilà, quelle que soit, je dirais, l'évolution de la réglementation, du cadre, des clients. Et c'est vrai que si je fais un focus plus spécifiquement sur l'adaptation au changement climatique, on est déjà tous en retard, enfin, c'est clair, on est en train de réfléchir, on parle encore beaucoup au futur, or il est largement arrivé. Et donc, un constat aussi qu'on fait, c'est nos clients nous le demandent encore très peu. Alors la France est particulière avec le contexte de la TRAC, du PNAC qui vient d'être mis à jour, etc. Mais voilà, partout dans le monde, on a des travaux de réparation, etc. Donc à la limite, ça nous apporte des marchés. Bon, je ne sais pas si c'est le côté dont il faut se réjouir collectivement. Mais effectivement, donc devant ce constat-là, il y a aussi toujours des faits générateurs dans l'entreprise. Il y en a eu plusieurs dans une grosse entreprise comme Vinci, mais il y en a un, c'était un typhon en 2018, aéroport de Kansai, sur lequel on a été sous l'eau. La reprise de l'activité de l'aéroport n'a pu se faire qu'au bout de 3 semaines
parce que toutes les installations électriques étaient en sous-sol. C'est basique, hein, mais voilà, inondation, du coup, on aurait pu reprendre 3 jours après si on avait été au niveau 0 en fait, du rez-de-chaussée. Donc là, ça veut dire que c'est pas seulement l'exposition géographique aux aléas qu'il faut prendre en compte, mais également l'infrastructure a bien un rôle. Et donc voilà, les sous-systèmes infrastructures, la manière dont on réfléchit avec les ingénieristes est effectivement clé. Et donc, à partir de là, on s'est dit, voilà, il faut qu'on soit proactif. Donc, il y a toujours 2 volets chez Vinci, puisqu'on exploite des concessions, donc les aéroports, les autoroutes, par exemple. Là, on a une approche purement de risque. Hein. C'est aussi, quand on prend un contrat de concession, c'est en général pour plusieurs décennies. Donc, je dirais, voilà, on a une approche de management du risque pour l'entreprise. Mais dans notre rôle de constructeur, et que ce soit pour des infrastructures énergétiques ou d'infrastructures de mobilité ou plus largement de bâtiments, les clients ne nous le demandent pas, donc comment on apporte en fait des éléments. Donc on a développé un outil assez basique qui s'appelle Resilience, mais peu importe le nom ici, en interne pour le mettre à disposition de nos collaborateurs et pour dire déjà, voilà, approprions-nous l'exposition géographique, rajoutons une décomposition de sous-systèmes d'infrastructure et puis on en donne un certain nombre de cotations en fait de criticité avec un début de catalogue de solutions. Et dire en fait, monsieur le client, je suis en train de construire un tunnel pour vous à tel endroit dans le monde, est-ce que vous avez pensé à tel et tel aléa? Et effectivement, par contre, le problème, c'est qu'on n'a pas toujours de modèle économique. Voilà. Mais déjà, le porter à connaissance, pour nous, il est important, et on travaille désormais avec la FNTP, avec le CRMA, etc., à l'échelle française, parce qu'en fait, il faut dépasser complètement la chaîne de valeur, mettre ça en commun et se dire, voilà, raisonnons tous pareil là-dessus. Donc ça, c'est mon premier point. Le deuxième, c'est gardons une approche globale et sur des solutions. Donc je vais prendre l'exemple d'îlots de fraîcheur en ville, sur lequel on a travaillé déjà depuis 5 ans en fait, sur une offre un peu globale intégrée d'îlots de fraîcheur en ville. Elle est seulement en train de prendre. Donc il faut de la maturité en interne pour une entreprise comme nous, mais finalement sur les marchés, etc. Boostée par les cours Oasis à un moment donné. Mais cette solution, alors qui a en plus gagné le Grand Prix de l'environnement Vinci interne l'année dernière, elle s'appelle Revilo. Et elle dit en fait il y a 4 leviers. Et si on ne travaille pas sur ces 4 leviers, en fait, vaut mieux faire les travaux sans nous parce que, voilà. Le premier, c'est évidemment de végétaliser. Donc, on rajoute du végétal. Et d'ailleurs, c'est en général la brique qui n'est pas nécessairement dans notre cœur métier. On a quelques écologues en interne, mais souvent, on sous-traite. Deuxièmement, il faut réfléchir au sol. Et donc, mettre des cailloux, du sable ensemble, on sait le faire pour des routes, on sait le faire pour aménager des espaces urbains, etc. On peut le faire avec des sols éponges, avec ramenant du végétal et donc du compost, etc., etc. Donc, recréer un sol vivant. Alors, ça veut dire qu'on a aussi recruté des pédologues, les spécialistes de la science du sol. Voilà, c'est le deuxième levier. Le troisième, c'est le revêtement. Alors, soit on déminéralise, et on a de plus en plus de chantiers comme ça. Et les premières fois qu'on l'a fait, on l'a fait chez nous, en fait, sur des aires de service, par exemple, internes à Vinci Autoroute. En disant, on a artificialisé trop fortement des surfaces à une époque, renaturons une époque. Ça peut être des revêtements drainants, donc laissant passer l'eau, la couleur du revêtement compte également. Et puis le quatrième, et c'est sans doute le plus important, c'est la gestion des eaux. Donc, réinfiltrer les eaux à la partielle, finalement, c'est aussi ça. Donc, voilà. Donc, dans une offre aussi simple, on va dire que créons des îlots de fraîcheur en ville, il y a déjà 4 métiers techniques qui doivent fonctionner ensemble. Et là, on se dit en interne, quand une commune n'a pas réfléchi, par exemple, à la gestion des eaux, voilà, on y va en proactivité, on lui fait une alternative, on en discute avec elle. Ça ne veut pas dire qu'elle est convaincue à 100% à la fin, mais ça fait partie des éléments. Et puis peut-être mon troisième propos, c'est autour de la fonction, et on y reviendra très certainement. Donc merci beaucoup de l'avoir abordé, parce qu'il ne faut jamais perdre cette fonction-là. Et comme le changement climatique est déjà là, ça veut dire qu'il faut que collectivement, la société soit prête à accepter une dégradation de fonction pour passer des périodes de crise. Et là, on ne peut pas réfléchir seul. C'est-à-dire, voilà, nous, opérateurs, certes privés, mais d'utilité publique sur Vinci Autoroute, par exemple, comment on raisonne pour peut-être couper l'autoroute avant qu'elle soit inondée, parce qu'en 2022, on a dû sortir des usagers en fait, du côté de Nîmes par hélicoptère. Montée des eaux était trop rapide. Et donc, il y a des réflexions sur voilà, quel service essentiel on maintient, jusqu'à quel point. On a une expédition bientôt à Venise qui va se faire avec, voilà, on emmène une 50aine de personnes, des élus, des décideurs privés, publics, etc. Le système de l'Aqua Alta, il est hyper intéressant, c'est-à-dire qu'on accepte en fait d'être inondé à certains moments. Voilà. Est-ce qu'on peut s'en inspirer pour se dire, voilà, il y a des fonctions qui sont plus rendues pendant voilà, quelques heures, jours et autres, mais le retour à la normale, il se fait d'une autre manière.
voilà. Donc, il y a beaucoup de choses à développer là-dessus, mais je pense que ça fait partie des réflexions effectivement du rôle des métropoles, définitivement. Merci Isabelle pour ces éléments. Je vais poser la même question à Lucille que celle que je viens de poser à Isabelle. Quel est votre vécu? Quelle est l'approche du groupe Saint-Gobain par rapport à la thématique de ce jour? Alors, moi, je travaille pour des enseignes Placo-Isover, donc c'est l'isolation et la plaque de plâtre, ou la plâtrerie au sens large pour Saint-Gobain en France. Donc, c'est sur un territoire restreint qui est la France. Et nous, on a finalement deux approches. Il y a une approche en tant qu'industriel, qui a des assets industriels avec des infrastructures qui ont toute leur vulnérabilité. Et donc, on travaille beaucoup sur ce qu'on appelait avant le plan de continuité d'activité et qui aujourd'hui est en train d'évoluer parce que c'est pas juste un plan de continuité d'activité, mais parfois c'est juste un plan de survie en cas d'événements climatiques intenses, que ce soit une très forte chaleur, une averse de grêle qui peut crever les plafonds ou induire un niveau d'eau très important dans les usines. Et on a des sites industriels qu'on ne sait pas ou qu'on ne peut pas arrêter. Quand on a un four verrier, quand il est allumé, il a une durée de vie de 7, 8, 9, 10 ans selon comment on fait fonctionner. Et donc, on ne sait pas l'arrêter. Donc, comment on gère ça? Donc ça, c'est une chose en interne qui est juste la continuité d'activité sur des assets industriels parfois lourds. Et des assets industriels qu'on est en train de faire évoluer massivement, évidemment, pour intégrer bien plus qu'on le faisait auparavant tous les sujets d'économie circulaire. Ça fait 20 ans maintenant qu'on réintègre beaucoup de déchets de plâtre en boucle fermée, qu'on réintègre les laines de verre en boucle fermée. Et la question, c'est comment on continue ces activités-là en protégeant les sols, protégeant l'activité, voilà. Et on est en train d'investir évidemment énormément sur la nouvelle génération de production qui permettra d'avoir des productions pour répondre à la neutralité carbone nette en 2050. Donc, et on ne peut pas investir des millions et des millions sans avoir la garantie que nos installations ne seront pas absolument vulnérables au premier orage venu ou au premier gros pic de chaleur. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la seconde chose, c'est qu'on travaille aussi de l'autre côté, qui est comment on est capable, en tant qu'industriel des matériaux de construction, de fournir des matériaux résilients ou des matériaux qui permettent d'accompagner l'évolution des villes ou des modes de vie. Et donc dans ce cadre, on travaille beaucoup sur tout ce qui est construction légère pour pouvoir accompagner par exemple des surélévations de bâtiments dans le cadre de villes où on ne pourrait plus artificialiser, ce qui est une bonne chose d'ailleurs, mais artificialiser les terrains alentours. On travaille sur tout ce qui est accompagnement des nouveaux modes constructifs avec les ossatures bois. On a des matériaux aujourd'hui qui sont très intéressants pour l'ossature bois parce qu'ils permettent de garantir le coupe-feu par exemple. On travaille aussi sur tout ce qui est modularité et enfin sur le plan de la protection du patrimoine, puisque la France possède un patrimoine bâti historique qui a une valeur assez inestimable finalement, et le changement climatique peut mettre en péril une partie des bâtiments qui se trouvent sur le trait de côte ou qui pourraient se trouver un peu livrés aux intempéries. J'étais la semaine dernière à l'Institut de France, la grêle d'il y a 3 semaines a cassé une grosse partie de leurs vitres, donc voilà, qui sont historiques. Donc on travaille là-dessus. Et puis, on va plus loin. On s'est posé la question. Alors, le groupe Saint-Gobain a 360 ans cette année, je vous rassure, l'asset industriel pas, mais quand même, on sait qu'on n'est pas une start-up et qu'on n'a pas forcément le réflexe de nouveaux business models immédiats. Et que donc, on a embarqué avec nous pendant 9 mois une centaine d'étudiants issus de tout un tas d'écoles différentes de France, pour réfléchir sur comment ils pensent qu'eux, ils vivront et ils accepteront de vivre quand ils auront 40, 50 ans. Parce qu'en fait, on est persuadé que nous, en tant qu'industriels, on peut faire du techno-push, on peut pousser plein de choses sur le marché, on peut écouter les distributeurs, on peut écouter les constructeurs, mais en fait, in fine,
tous autant qu'on est, on pourra avoir plein d'idées. Si l'être humain en lui-même et le citoyen français, il n'est pas prêt à faire un certain nombre d'évolutions de mode de vie, ça ne marchera pas. Et donc, on les a fait travailler pendant 9 mois sur leur projection de vie à 25-30 ans. Et ils sont venus présenter leurs conclusions à un panel d'une 50aine de personnes issues de la société civile active pour déboucher sur des recommandations de ce qu'il faudrait que l'on envisage de produire ou de construire et ainsi de suite, de façon à ce que nous, derrière, on puisse incuber ça et faire en sorte que dans quelques mois, pour certaines idées, quelques années pour d'autres, on soit capable d'accompagner l'habitat de demain, quel qu'il soit, que ce soit un habitat en métropole, un habitat rural ou juste un habitat qu'on déplace parce que n'y a pas le choix. Ou alors c'est un choix et on adore se déplacer, ce qui est aussi possible. Il y en avait des étudiants qui pariaient sur l'habitat nomade de demain. Voilà, donc on travaille un peu sur ces 3 axes. La vulnérabilité intrinsèque de nos installations, l'évolution des productions et puis le futur plus lointain. Merci. Je vais passer la parole. Alors, là, on a un premier, chacun intervient, puis après, je poserai une question un peu qui était d'ailleurs pas prévue, mais en vous écoutant, je poserai une question un peu générale. Annabelle, par rapport au CEREMA, quels sont les besoins et les attentes, je dirais, à la fois de l'État et des collectivités territoriales qui sont adhérentes au CEREMA? On a à peu près 1000 collectivités qui sont adhérentes à notre établissement. Et donc, de nous dire un peu quels sont leurs besoins attentes et quelle est la palette des solutions qu'on leur propose par rapport au sujet de l'adaptation, puisque c'est quand même le cœur de notre métier, même si on traite aussi quand même un peu d'atténuation. Bonjour à tous, merci de la question. Effectivement, le CEREMA, c'est l'expert public de référence, on le dit, sur l'adaptation au changement climatique. C'est un établissement public qui est à la fois partagé entre l'État et les collectivités locales qui sont adhérentes. Et c'est en ça que c'est intéressant, parce que ça permet justement de déployer l'expertise du CEREMA à la fois à l'échelle nationale pour produire à la fois des guides, de la doctrine, guider justement aussi le ou les gouvernements dans des orientations, mais également travailler avec les collectivités sur le terrain. Et c'est là que justement les sujets se font, et le sujet de l'adaptation, il est éminemment local. Chaque territoire a des vulnérabilités différentes et donc a besoin d'outils différents. Alors le CEREMA travaille bien sûr sur la résilience des infrastructures, on est beaucoup connu pour ça. On travaille bien sûr sur les sujets de bâtiments, de retrait-gonflement des argiles par exemple, avec des solutions innovantes qu'on est en train de mettre au point et qu'on a hâte de partager avec les entreprises ensuite pour pouvoir les déployer. On travaille bien sûr sur tous les sujets de mobilité décarbonée, donc ça c'est plus pour la partie atténuation, mais aussi sur l'ensemble des sujets en lien avec l'eau, donc sur la gestion de l'eau, sur les inondations. On fait par exemple les cartes sur le recul du trait de côte et un accompagnement des collectivités en ce sens. On travaille sur les risques, sur la géotechnique, etc., etc. L'énergie, j'en passe. En tout cas, on a ce pôle, en fait, avec ces 2500 experts, de compétences croisées. Et en fait, ce qu'attendent, en tout cas, ce que nous remontent les collectivités, c'est qu'on puisse agir sur à la fois l'ensemble des leviers par rapport aux risques identifiés et surtout croiser ces expertises. Si on intervient juste sur le sujet bâtiment, en se disant, voilà, vague de chaleur, on traite juste le bâtiment en soi, ça ne suffit pas. Il faut travailler sur l'espace public. Comme vous le disiez tout à l'heure, il faut désimperméabiliser les villes pour retrouver justement ce cycle de l'eau qui est très important, retrouver aussi les bénéfices des sols, de la végétalisation à une grande échelle également, pour pouvoir justement vivre dans des logements qui soient, on va dire, plus adaptés, entre guillemets, aux vagues de chaleur successives qui ont déjà fortement commencé. Donc je prends juste cet exemple ainsi. Donc en fait, ce qu'attendent en tout cas les élus et l'État, c'est des approches globales. On a mis en place justement l'année dernière un programme qui s'appelle « Territoire adapté au climat de demain », avec justement cette référence du plan national d'adaptation au changement climatique, à savoir une trajectoire de réchauffement estimée aujourd'hui à plus 4 degrés en France à 2100.
donc plus 3 au niveau mondial, mais plus en France et en Europe, donc plus 4 degrés, avec des conséquences qui sont énormes, qui sont déjà là, mais qui vont s'amplifier. Ça, c'est notre boussole, et c'est là-dessus que justement, dans le programme qu'on a mis en place, on démarre seulement finalement sur le sujet avec les territoires. C'est déjà comprendre le sujet, apporter la connaissance aux élus, aux techniciens, sensibiliser aussi la population. Justement, Météo France nous aide aussi avec Climadia, qui permet à chaque collectivité de voir les impacts. On a mis en place le centre de ressources sur l'adaptation au changement climatique, qui permet aussi au grand public, mais aussi aux professionnels, d'avoir de la documentation scientifique fiable, qui donne aussi des solutions, des exemples, et qui met aussi, avec notre plateforme Expertise Territoire, en réseau aussi les acteurs. Donc, tout ça pour dire que voilà, dans ce programme, on va prendre les choses au point de départ, c'est-à-dire faire un diagnostic de vulnérabilité, des vulnérabilités. Est-ce que la vulnérabilité, c'est les inondations? Est-ce que c'est aussi des mouvements de terrain? Justement, est-ce que c'est le retrait-gonflement des argiles? Les vagues de chaleur, ça concerne tous les territoires, français et outre-mer, sur lesquels on travaille. Donc, c'est croiser ces vulnérabilités, voir lesquelles sont majeures, plus importantes, et ensuite commencer à dessiner avec les élus, leur population, des trajectoires. L'idée, c'est d'arriver à des premiers plans d'action sur chaque territoire et qui permettent de se dire, voilà, la priorité, c'est ça, et commencer de suite et dans l'ordre, on ne peut pas tout traiter en même temps, justement à dessiner finalement sur quel levier on va agir en premier lieu. Est-ce que tout de suite on va travailler justement sur les îlots de fraîcheur? C'est ça la priorité, parce que en fonction de la situation géographique, l'exposition des populations va être plutôt là-dessus. Et puis on croise ça aussi avec les populations vulnérables et fragiles. L'idée étant bien sûr que le réchauffement climatique va accentuer les vulnérabilités, les inégalités sociales d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est les prendre en compte dès le départ pour pouvoir orienter l'adaptation, entre guillemets, dans le bon sens. Si on prend l'exemple justement des ZFE, là, elles ont été un peu stoppées net, justement. ZFE. Oui, pardon, les zones à faible émission, elles ont été un peu stoppées net. Alors déjà parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de concertation. On a vu que ça pouvait provoquer des inégalités, justement. Voilà, ceux qui ont de hauts revenus peuvent changer de voiture et avoir une voiture non polluante et peuvent entrer, les autres non. Et donc c'est toutes ces questions en fait qui préoccupent aussi les élus. Il n'y a pas que l'adaptation au changement climatique, il n'y a pas que l'atténuation, il n'y a pas que justement les sujets aussi de qualité de l'air et de santé. Il y a aussi ces politiques sociales qui sont extrêmement importantes dans une France dont la démographie est plutôt aussi vieillissante et va renforcer en fait ces fragilités. Donc c'est tout ça, voilà, qui nous semble relever des besoins des collectivités. L'idée étant de dupliquer aussi bien sûr les bonnes solutions et puis le faire main dans la main, bien sûr, secteur public, secteur privé, c'est ça aussi la clé de la réussite, qui permettra de trouver les modèles économiques sur chaque territoire, quoi. Merci Annabelle de ce propos dense. Alors, sans transition, comme on dit, je vais passer la parole à Laurent. Même question, c'est-à-dire que fait le Shift Project sur le sujet d'aujourd'hui en termes d'atténuation, d'adaptation. Et puis, pour amorcer un débat que je souhaiterais avoir après entre vous, c'est est-ce que vraiment vous avez le sentiment, mais je poserai la question après à tous, que les territoires sont prêts à agir, notamment dans un contexte, ça a un peu été invoqué, des enjeux socio-économiques, c'est-à-dire, et puis aussi on est dans une société où il faut des certitudes. On n'a que des indicateurs socio-économiques monétarisés, et donc dans une économie de compétitivité, et donc comment on arrive à enclencher des actions en anticipation de menaces relativement incertaines, dont il faut assumer le coût aujourd'hui pour qu'ils soient moins élevés demain. Voilà, donc ça, c'est une partie de la réponse va, j'espère, venir de vous, mais après, j'ai planté le décor pour que tout le monde puisse lui-même avoir son propos. Une question facile. Alors peut-être essayer de rebondir sur des propos qui ont été tenus pour illustrer un peu la façon dont nous, au Shift, on a traité le sujet et sur quoi on a insisté.
Alors d'abord, ce choix de traiter de l'adaptation et de distinguer adaptation, atténuation. Je ne vais pas faire un long discours, mais on a quand même vu que, au-delà du fait que c'est toujours bien de s'attaquer aux causes d'un phénomène et pas simplement aux conséquences, aujourd'hui, on n'a pas le luxe de faire d'un côté l'adaptation et puis plus tard l'atténuation. On est dans un monde où il va falloir faire les deux en même temps, sur les territoires, sur les métropoles. Quand on revoit un investissement, quand on revoit une infrastructure, on passe qu'une seule fois par vie, quoi. Et d'autre part, on sait bien que le propre des métropoles, hein, l'origine même grecque, c'est la ville-mère, c'est la ville des colonies, c'est la ville qui dépend des ressources qui viennent de très loin. Thierry Fouchier l'a dit, c'est la mondialisation. La mondialisation, c'est des chaînes d'approvisionnement. Les métropoles se sont bâties sur des chaînes d'approvisionnement très très lointaines, basées sur l'énergie abondante et pas chère, hein, les énergies fossiles. Aujourd'hui, où pour des raisons climatiques ou plus prosaïquement pour des raisons de souveraineté énergétique, de crise géopolitique, de crise énergétique, on veut s'affranchir le plus rapidement possible des énergies fossiles, eh bien, ça questionne complètement le modèle de développement des métropoles, encore une fois, basé sur un approvisionnement, y compris en travailleurs, hein, ça a été dit, mais aussi en ressources énergétiques, alimentaires et autres diverses et variées. Donc, à mon avis, c'est très important d'avoir en tête qu'on ne peut pas trop distinguer les enjeux d'adaptation et d'atténuation pour les métropoles. Alors, quelques points qui ont été clés, peut-être 3-4 points clés. Le premier, vous l'avez déjà traité, le premier sujet des métropoles, c'est la vivabilité, hein, c'est qu'elle reste vivable. On n'a pas utilisé, on meurt aujourd'hui dans les métropoles. Aujourd'hui, la question, c'est la mortalité en cas de vague de chaleur. On est plus de 20 ans après la sécheresse de 2003. Qu'est-ce qu'on a fait? En 2002, on a eu encore 5000 morts en France à cause des vagues de chaleur. Et l'adaptation, on en parle maintenant seulement depuis quelques années, donc on a énormément de retard, ça a été dit. L'habitabilité, certes, mais aussi être capable de vivre en mode dégradé. On sait que les crises vont arriver, on sait qu'il va falloir que la métropole, la ville en général, vive en mode dégradé. On l'a vécu avec le Covid. Est-ce qu'on a tiré toutes les leçons? Est-ce que la ville est capable de garantir ses fonctions essentielles pour vivre des crises en mode dégradé? C'est un sujet intéressant. Et toujours dans le même registre, cette résilience-là au choc, elle passe aussi beaucoup par les questions de solidarité, de liens sociaux. Tout ce que la ville va faire dans les quartiers pour renforcer le tissu social, on sait qu'en cas de crise, c'est déterminant, y compris sur le niveau de mortalité. C'est-à-dire que les gens, les territoires où il n'y a pas de tissu social important, de solidarité organisée, eh bien, c'est des territoires où la mortalité est très forte. Donc, premier sujet, c'est cette habitabilité, cette vivabilité de truc. Un deuxième sujet, on a un peu évoqué, on parle de mixité. Thierry Fouchier a évoqué que la métropole, c'était la ville mixte. Alors c'est vrai que c'est la ville mixte, sauf que c'est la ville aussi c'est le territoire des inégalités. Il n'y a pas forcément proportionnellement plus de pauvres qu'ailleurs. Par contre, il y a eu des inégalités territoriales et sociales très fortes. Les pauvres sont en général, les populations démunies sont dans des quartiers. Enfin, il y a une ségrégation territoriale qui est très forte. Donc, ça aussi, c'est une question très importante. Il faut absolument, je ne vais pas développer, mais les élus, les exécutifs des métropoles, je crois, en sont conscients. Les populations les plus démunies, c'est la triple peine. Hein, c'est elles qui sont les plus exposées aux vagues de chaleur, aux passoires thermiques, aux aléas climatiques. C'est elles qui ont les moins les moyens d'y faire face, de rénover leurs bâtiments, de quitter la ville pour aller au bord de la mer ou que sais-je. Et c'est celles qui parfois sont les plus touchées par les mesures que l'on prend au nom de la transition écologique ou de la transition énergétique. Sans parler du fait que c'est aussi les moins responsables, puisque on sait qu'il y a un lien direct entre le pouvoir de consommation et ses émissions de gaz à effet de serre. Petite parenthèse sur les émissions de gaz à effet de serre. C'est vrai que si on fait un exercice mathématique et qu'on divise le nombre d'habitants par les émissions territoriales d'une métropole, on va trouver que par tête de PIB, ça fait plutôt moins que la moyenne d'un
d'un agriculteur ou d'une personne qui vit en zone rurale. Sauf que, vu justement le pouvoir de consommation des urbains, à Paris par exemple, c'est x3 à peu près. C'est-à-dire que l'empreinte carbone d'un Parisien est à peu près 3 fois ses émissions territoriales. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais vous voyez à peu près ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a énormément évidemment de notre empreinte carbone qui est liée à notre consommation de produits qui viennent très loin de notre territoire, qui ne sont pas produits sur notre territoire. C'est particulièrement vrai pour Paris. Donc la question quand même de la gestion des inégalités, de tout ce qu'on va faire au nom de l'adaptation, au nom de l'atténuation, questionner la façon dont ça a un impact sur les populations les plus démunies, accompagner ces populations-là. Si j'osais, je rajouterais aussi accompagner les plus riches. C'est-à-dire que sur un territoire de métropole, on a une surreprésentation des populations les plus aisées, qui non seulement évidemment sont celles qui ont le plus de chemin à faire vers la sobriété, mais sont surtout des populations qui ont souvent un rôle social important, un pouvoir économique, politique important. Et donc ça vaut le coup de voir avec elles comment on peut justement jouer sur ce rôle un peu de modèle social pour peut-être avoir des pratiques de consommation un peu différentes. En tout cas, il y a quelques initiatives intéressantes là-dessus. Peut-être, je ne veux pas être trop long, le dernier point, c'est celui qui paraît le plus évident, c'est le rayonnement de la métropole. Et donc aujourd'hui, on parle de rayonnement, mais on pourrait parler de puissance, de domination. Il y a encore un discours martial, de moins en moins de la part de certains leaders. Mais voilà, aujourd'hui, qui dit densité, qui dit densité démographique, économique, dit aussi extrême dépendance, dit rayonnement, mais dit nécessité justement de relocaliser de plus en plus. Alors il y a déjà énormément de coopération. Cette dépendance dans l'approvisionnement des ressources, il y a quand même des efforts en cours pour réduire les chaînes d'approvisionnement. Donc énormément de projets de coopération sur l'alimentation, sur l'eau, vous l'avez un peu évoqué, puisqu'évidemment toutes les ressources dont va dépendre la métropole seront jamais produites sur son territoire. Donc là, il y a toute une série d'enjeux autour de la coopération entre les communes de la métropole avec les territoires voisins, ou même avec les autres grandes entités. Là, le propre d'une métropole, c'est d'être une puissance politique et économique, financière assez forte. Donc si c'est encore assez rare, on arrive à faire des alliances avec d'autres métropoles ou avec d'autres collectivités importantes, départements, régions, on a une force de frappe assez intéressante. Alors, tout ce que je dis là, heureusement, c'est quand même aujourd'hui des choses qui sont en cours. Je crois que le sentiment de vulnérabilité d'une métropole, il existe aujourd'hui, qu'il existait peut-être moins alors peut-être qu'encore dans les discours politiques, on est encore dans un discours sur l'attractivité, l'attractivité résidentielle, l'attractivité économique, ça continuera sûrement encore, mais il y a de plus en plus un souci du bien-être des populations, de s'occuper de l'existant, de soigner l'existant, la métropole de 2050, elle est déjà bâtie, elle est là, donc il va falloir en prendre soin. Et si on veut que les gens restent en métropole, parce qu'il y a quand même un problème de désirabilité aussi, il y a quelques enquêtes qui montrent que la désirabilité de vivre dans des grandes villes, elle est assez faible en France. Il y a des questions évidemment de foncier, de prix, etc. Mais au-delà même de la qualité de vie, je crois que tout ça participe du même sujet et de la résilience face encore une fois à cette nécessité de transformation. Pour finir, il va falloir gouverner dans l'incertitude. Si je rebondis sur votre dernière question, aujourd'hui, ce qui caractérise le monde dans lequel les métropoles vont devoir se transformer, c'est l'instabilité climatique, l'instabilité sur l'accès aux ressources énergétiques, mais aux ressources, vous avez parlé de l'eau, on pourrait parler de l'alimentation, de l'énergie bas carbone. Et donc, comment on fait pour gouverner dans cette incertitude? Comment on fait pour minimiser les risques, sachant que les ressources dont on dépendait, qui paraissaient quasiment illimitées et qui ont été la base du modèle de développement des métropoles, sont désormais finies, sont désormais en réduction, soit liées au changement climatique, soit liées au fait que tout simplement on ne pourra pas
produire une énergie bas carbone à la hauteur des énergies fossiles et de ce que les énergies fossiles nous ont permis de faire. Donc, est-ce qu'on est capable d'imaginer un modèle, un avenir aux métropoles qui soit beaucoup plus sobre, tout simplement. C'est ça le défi qui est aujourd'hui entre les mains de tous les acteurs nationaux et territoriaux en charge de ces territoires. Alors, votre dernier propos m'aurait fait une transition magnifique avec la deuxième partie de notre matinale où effectivement on va rentrer un peu dans le dur sur l'avenir des métropoles. Mais je vais revenir à la question que je m'étais dit que j'allais vous poser. C'est, mais en quelques mots les uns les autres, est-ce que vraiment vous sentez que les territoires, les collectivités territoriales, les entreprises sont déterminées à agir dans un contexte où on est quand même très marqué, comme je le disais, par une compétitivité très forte et le moins-disant environnemental, social, sanitaire, fiscal a tendance à faire gagner celle qui s'y adonne. Il y a aussi toute l'organisation comptable des entreprises et autres, où les externalités environnementales, en plus, dès lors qu'elles sont reportées dans l'espace et dans le temps, ne sont pas prises en compte. Et donc, est-ce qu'il y a vraiment, vous sentez quand même, plus qu'un frémissement d'une volonté d'agir? Là, j'ai repris des documents et des textes qui avaient été écrits quand j'étais à la DATAR dans les années 2005. Je pourrais signer aujourd'hui quasiment le même papier sur les attendus et sur ce qu'il faut faire. Voilà, donc c'est pas un constat négatif, mais bon, voilà. Donc, alors est-ce que vous êtes en mesure d'un peu rassurer l'auditoire en disant ça commence à bouger? Allez, je me lance. Oui, ça commence à bouger, pas assez, évidemment. Je pense qu'effectivement, nous, on a un groupe de travail prospectif en fait, sur le sujet depuis 2017, qu'on a redynamisé il y a 2 ans. Alors, Valentine Huet, qui est là, le pilote. On l'a repris il y a 2 ans en se disant, enfin, la clé, c'est le modèle économique. C'est-à-dire qu'on lit partout tous les rapports qui nous disent, voilà, vaut mieux agir maintenant et ça coûtera moins cher que le coût des dommages. Le coût de l'action est moins coûteux que le coût de l'inaction. Or, quel est le bon niveau de réflexion pour travailler ce modèle économique? Alors, on le réfléchit dans tous les sens. On a un acteur, encore une fois, enfin, des partenariats publics-privés, donc mettre ensemble des gens pour faire, je sais pas, des marchés globaux de performance pour changer les éclairages d'une ville, par exemple, passer au LED, etc. Donc, se rémunérer sur le service rendu sur la durée, ça, c'est des choses qu'on a. On n'a pas trouvé tout le modèle économique qui va raisonner sur l'adaptation, parce que si je reprends mon exemple des cours d'école, on va rafraîchir, oui, alors on évite peut-être la catastrophe, mais en fait c'est du bien-être et de la santé des enfants qui vont grandir. Et donc finalement c'est des travaux à dépenser pour l'acteur, alors c'est éventuellement la commune, si c'est une cour d'école, c'est la région, si c'est un lycée, etc. Et c'est la Sécu qui va bénéficier plus tard d'éventuels bénéfices. Donc on peut faire tous les calculs macro qui existent, c'est quand même compliqué en fait de rentrer dans le modèle économique. En revanche, ce qui est en train de se passer, c'est comme on a déjà tous connu des crises, enfin ça nous touche, c'est-à-dire que c'est plus des photos d'ours polaires qu'on est en train de montrer là, tous autour de la table, dans la salle, et ceux qui nous écoutent, on a tous des cas concrets sur lesquels on a déjà vécu des situations d'aléas climatiques qui nous ont touchés, ce qui fait que oui, ça fait quand même un peu bouger les lignes, heureusement. Par contre, je suis d'accord, enfin, les recommandations, il y a tout un tas de choses qu'on avait déjà écrites et qui ne sont pas là. Donc moi, je dirais qu'il faut continuer à être hyper proactif dans la partie proposons des solutions, avançons pas à pas, expérimentons à l'échelle d'un territoire, par contre. Parce que ce n'est pas acteur privé tout seul, ce n'est pas acteur public tout seul, c'est vraiment pour le citoyen, c'est le citoyen qui est au centre du territoire. Oui, je vais corroborer globalement. Effectivement, on voit que les choses avancent et les choses bougent, et nous, on le mesure par l'activité qui est confiée à nos entreprises. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, de toute façon, on bute sur une difficulté de modèle économique, c'est-à-dire acceptons d'investir sur des choses qui vont coûter un peu plus cher, soit à la conception, soit à la réalisation, mais qui vont permettre des gains qui ne sont pas forcément des gains financiers, mais qui vont être des gains d'entretien sur le temps long, qui vont être des gains effectivement en termes de qualité de vie, donc qui ne se mesurent pas en sonnant et trébuchant, etc. Alors après,
les collectivités, ce sont des élus, ce sont des gens qui doivent se soucier du bien-être des populations. Et donc, il y a quand même une audience, il y a quand même un intérêt, et charge à nous de savoir démontrer effectivement la valeur apportée, la valeur ajoutée qui est apportée, qui n'est pas forcément que économique, qui est aussi une valeur ajoutée en termes de qualité de vie, en termes maintenant environnemental, qui est pris en tant que tel. Les rénovations de quartiers, de cœur de ville, par exemple, aujourd'hui, bon, c'est difficile pour un élu, pour un maire, de ne pas prévoir, effectivement, de ne pas prévenir la question de ne pas préparer des zones de fraîcheur ou des îlots de fraîcheur. Donc voilà, c'est charge à nous de le proposer et de montrer qu'il va y avoir un intérêt, un bienfait. Donc oui, ça bouge peut-être pas encore suffisamment à la hauteur de l'enjeu. Oui, en effet, on peut se dire c'est timide, ça avance pas à pas. On continue, on avance. Non, ce qui est clair, c'est que à chaque fois qu'il y a une crise, qu'il y a un événement climatique, on voit qu'il y a un sursaut à ce moment-là, de la population, des élus, de tout le monde, et après ça retombe, effectivement. On oublie très vite, de toute façon dans l'histoire de l'aménagement du territoire, on oublie très vite quand il s'est passé quelque chose à un endroit, hélas, parce que si on n'avait pas oublié beaucoup de choses, il y a beaucoup d'endroits où on n'aurait pas construit, notamment en France et notamment dans les zones qui sont inondées aujourd'hui, encore hier. Donc on a la mémoire trop courte, hélas, et c'est chaque crise qui donne ce petit sursaut. Hélas aussi, ces crises, elles se répètent, elles se succèdent en ce moment, mais il suffit que pendant 5 ans, tout va bien, il n'y a pas de vague de chaleur, il n'y a pas d'inondation, ça peut se produire, évidemment, d'après les prévisionnistes, c'est en dents de scie. Et là, on va retomber sur justement les travers précédents. Ce qu'il faut, c'est surtout sensibiliser et sensibiliser sur le long terme. Et je pense que le sujet économique, c'est aussi le levier. Alors, on n'a pas forcément les modèles économiques. Quand on dit que 1 euro investi aujourd'hui, c'est 4 euros qu'on devrait investir si on n'agissait pas. Donc le coût de l'inaction commence à résonner. Et il y a surtout un phénomène là, qui provoque un sursaut, du moins chez les élus, c'est toutes les collectivités qui ne sont plus assurées. C'est-à-dire que les assureurs, aujourd'hui, sur certaines collectivités, vous avez sans doute suivi les débats, ne veulent plus assurer le territoire vis-à-vis des risques. Et le modèle assurantiel, aujourd'hui, n'est plus adapté en fait, à ces crises. Et c'est la même chose pour les particuliers. On va dire 60% de la population est concernée par le retrait-gonflement des argiles, au-delà du risque inondation, etc., etc. Et on commence justement à voir aussi chez les particuliers un problème pour pouvoir s'assurer. Et donc ça va rebattre déjà les cartes. Peut-être qu'il y a des constructions qu'on va abandonner. Il y a des endroits où on sait qu'on ne pourra plus habiter, mais en tout cas les assureurs ont aussi un rôle justement là-dessus, en lien avec la puissance publique. Et il y avait d'ailleurs un reclore de l'assurantiel il y a quelques temps. C'est un levier. C'est un levier qui va redéfinir des modèles économiques et puis repenser justement le risque, la vulnérabilité et la solidarité aussi nationale, mais également tout le système économique micro et macro en ce sens. Bien sûr, alors sous la pression de l'effet de la mondialisation, mais comme tout le monde finalement est concerné, je pense que ça devrait y aider. Merci. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit et je ne reviendrai pas dessus. Il y a quelques leviers qui sont intéressants, qui sont apparus dernièrement, qui vont dans le bon sens pour remplir des dossiers de demande de subvention auprès de l'ADEME depuis maintenant des années. Le dernier qu'on vient de déposer, il y a un dossier de vulnérabilité sur l'installation industrielle. C'est la première fois. Il est extrêmement bien fait. Les questions sont hyper pertinentes. Et c'est la première fois que ça arrive. Et donc, en fait, je trouve que c'est intéressant parce qu'on a souvent du mal à faire passer des projets qui sont un peu plus ou qui semblent être pour un financier une projection complètement farfelue en se disant ça n'arrivera jamais, ou alors tu es en train de nous faire un investissement bien supérieur à ce qu'on pourrait faire. Et le fait que dans les dossiers maintenant, il y ait cette part d'études de vulnérabilité, ça change tout. Ça, c'est la première chose. Donc moi, je pense qu'on va dans le bon sens. Et si en effet, il y a de plus en plus de demandes qui sont faites en ce sens, de façon générale, tout le monde comprendra que c'est une nécessité et ce n'est pas un luxe. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que il y a aujourd'hui, on a une chance aussi en France, c'est que sur la construction, on a une réglementation qui s'appelle la RE 2020, notamment pour le bâti et l'efficacité énergétique, qui va aussi dans le bon sens. La seule chose, c'est que au final, donc ça c'est pour le neuf, pour la rénovation, par exemple, le prix finalement
est souvent le juge de paix et reste le juge de paix. Et donc, il y a énormément de personnes qui seraient prêtes aujourd'hui à faire des investissements supérieurs raisonnables pour pouvoir jouer sur les chaleurs, en fait, et donc avoir un isolant, par exemple, qui permette de beaucoup mieux résister en été. La résistance en hiver, elle est acquise depuis un certain nombre d'années. Mais la résistance en été, aujourd'hui, elle n'est pas complètement acquise. Et pour avoir un bâtiment qui garde la fraîcheur en été, il y a plein de solutions. Et aujourd'hui, toutes ces solutions ne sont pas prônées correctement. Et on finit par se retrouver avec un bâtiment qu'on a sponsorisé, parce que finalement, l'État abonde, aide à la rénovation. Et c'est un bâtiment qui ne résistera pas aux prochaines chaleurs. En hiver, il résistera très bien, mais pas aux chaleurs. Et donc, aujourd'hui, on a encore, je pense, une acculturation à faire aux différents modes constructifs, aux différents modes de rénovation qui vont permettre à nos bâtiments neufs et anciens de résister. Et on n'isole pas un bâtiment ancien en pierre, comme on isole un bâtiment construit avec des briques ou du parpaing, ou un bâtiment construit en béton, ou un qui est en ossature bois. Et aujourd'hui, la connaissance, elle n'est pas là. Et donc, le monsieur et madame qui veut faire des travaux chez lui, il est souvent perdu. Et la seule chose qu'il connaît bien, c'est son portefeuille. Et donc, au final, il va faire une isolation en pensant que c'est bon. Finalement, il va faire ce qu'il peut avec ce qu'il a compris. Et ça ne rendra pas service sur toutes les saisons, on va dire ça comme ça. Donc, voilà, j'ai du positif. Et puis, j'ai un peu il y a un sacré chemin encore à parcourir. Très bien. Laurent ? Oui, je suis aussi de ceux qui veulent pas, enfin qui, bien sûr que ça va pas assez loin, mais je pense qu'il faut déjà essayer de regarder tous les signaux faibles et tout ce qui se passe, et notamment sur les territoires, et au contraire essayer de mettre ça en valeur. Certes, ça sera jamais assez rapide et largement tard, mais quand même, je pense qu'il y a un enjeu quand même important là de renouvellement des équipes sur les territoires là dans moins d'1 an. Un an plus tard, c'est les équipes nationales aux commandes. Est-ce qu'on est capable de mettre ça à l'agenda? En tout cas, nous, en tant qu'association, la think tank, c'est un peu la mission qu'on s'est donnée. Est-ce qu'on est capable de mettre en avant le bien-être des gens, c'est-à-dire qu'on parle, on parle de sécurité et de bien-être des populations, hein, quand on parle d'adaptation des infrastructures, quand on parle de lutte contre les inégalités territoriales, sociales, quand on parle de tout ça, quand on parle d'atténuation. Donc est-ce qu'on est capable d'orienter le discours comme ça? Est-ce qu'on est capable de l'orienter sur le fait que on est dans un monde de la rareté des ressources et de ressources non seulement limitées, mais de plus en plus limitées, pas seulement énergétiques. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir prioriser, et prioriser, ça veut dire renoncer. Est-ce qu'on est capable aussi d'avoir un discours de renoncement, renoncer à certains projets qui coûtent beaucoup d'argent, mais dont on sait qu'ils nous emmènent dans une impasse, dans un monde de réchauffement climatique et de pénurie de ressources? Est-ce qu'on est capable aussi de s'appuyer sur les crises? Les crises, elles ne sont pas optionnelles. Les crises, elles sont déjà là et elles auront lieu. Est-ce qu'on est capable de bâtir un peu il y a plein de choses, des transformations qui sont aujourd'hui socialement, économiquement pas possible à faire, et qui, le jour où la crise est là, eh bien tiens, la population est beaucoup plus sensible à ça, et puis comme par hasard, l'argent, on le trouve bon, je pense notamment voilà, des choses, peut-être on en parlera là sur le trait de côte, où il y a des projets de relocalisation qui sont très très coûteux, où personne n'a envie de déménager, mais n'empêche qu'un jour il faudra que ça arrive, et peut-être qu'il faudra attendre la submersion pour qu'on arrive à enclencher, à condition d'avoir le plan B, et pas juste de reconstruire avec le plan initial. Voilà, donc moi je crois, en tout cas je sais pas, peu importe ce que je crois qu'il y a en tout cas il y a un enjeu là de renouvellement des décideurs territoriaux et nationaux dans les 2 prochaines années. Est-ce qu'on est capable de tous à notre place de contribuer à cette pas de prise de conscience, mais en tout cas à cette mobilisation pour montrer que toutes les solutions, la plupart du temps, existent,
que certes, il y a des choix, il y a des arbitrages et des renoncements à faire, mais que l'essentiel peut être préservé si on s'y met tous et si on oriente nos efforts et nos moyens dans cette direction. Donc je pense que ça peut être un discours mobilisateur. Je ne suis pas sûr que ce soit celui que nos dirigeants pensent le plus porteur aujourd'hui, mais je ne désespère pas que dans les mois, les années qui viennent, il s'impose comme quelque chose de politiquement intéressant. Parce que je pense qu'il peut y avoir un décalage aussi entre l'image que les élites politiques se font de ce que les gens sont prêts à accepter et ce que nous on a fait. Juste un dernier message, un petit clin d'œil à des travaux récents du Shift sur l'agriculture. On a fait une immense consultation des agriculteurs. On a réussi à avoir plus de 8000 réponses d'agriculteurs. On les a interrogés sur justement à quel point ils étaient prêts à transformer leurs pratiques agricoles. On sait bien que l'agriculture, elle est pointée du doigt, elle est sur la sellette, sur plein d'enjeux. Et en fait, pour faire simple, vous irez voir si ça vous intéresse, les agriculteurs sont les premiers conscients, les premiers à faire des efforts dès l'instant où évidemment on les accompagne, on les rassure sur l'aspect économique et la pérennité financière de leur activité. Mais voilà, je pense que ce qui est vrai pour les agriculteurs qui sont parfois pointés du doigt comme peut-être sceptiques à la transformation peut être vrai pour d'autres catégories socio-professionnelles. Bien, merci de ces propos. Vous parliez d'élections à venir. On pourrait aussi craindre une réaction inverse. Il suffit de regarder ce qui vient de se passer aux États-Unis. L'avenir nous le dira. Alors, on va rentrer là dans le dur et le vif du sujet, c'est-à-dire la question de la prospective sur l'avenir des métropoles. Moi, je suis frappé de constater que de plus en plus, notamment d'archéologues et d'experts, analysent l'écroulement de civilisation ou alors des basculements, par exemple, de l'Égypte qui a dominé pendant plusieurs millénaires, je dirais, et le basculement vers Athènes, Rome, etc., s'explique pour des raisons climatiques. Les sociétés incas qui s'écroulent, etc., seraient aussi liées à des problèmes climatiques conjoncturels de très longue période. Donc, et là, on a aussi, maintenant, on constate quand même un certain nombre de métropoles qui sont déjà en train qui sont en difficulté. On peut citer Détroit, dont son modèle économique ne marche plus, pour des raisons, alors notamment liées à l'eau et le fait que beaucoup de villes sont sur des grandes nappes phréatiques et à force de siphonner, les villes s'enfoncent. Je pense à Jakarta, je pense à Téhéran, à Mexico. Alors Jakarta va même jusqu'à déplacer sa capitale. Donc la question que je vous pose, c'est, là on est vraiment dans la prospective, est-ce que, c'est l'intitulé de notre table ronde, est-ce que quand même nos métropoles ont encore un avenir dans ce contexte et donc voilà, je ne sais pas qui veut démarrer sur cette question très large et très épineuse. En général, on a envie de plutôt laisser ça au suivant, mais qui se jette à l'eau en premier ? Ah, bravo. Je veux bien essayer, mais je vois que le CEREMA réfléchit très loin quand même sur l'effondrement des potentiels des métropoles. Non, moi je voudrais rebondir sur ce qui a été dit lors de la toute première intervention, c'est qu'effectivement les métropoles, c'est globalement l'accueil de la mondialisation sur les territoires. Et il y a un certain nombre de choses. Je pense que collectivement, les élus, les populations, les entreprises peuvent gérer. Il y a un certain nombre de choses qui vont dépasser le strict fait de la métropole. La question du développement démographique, la question des flux migratoires aussi, parce qu'on n'en parle pas, mais il y a les déplacements migratoires liés au réchauffement climatique. Il n'est pas impossible qu'on soit à un moment donné concerné dans nos métropoles françaises. Donc s'il y a des flux, on va dire, descendants sur la question du développement des métropoles, il y a peut-être ça à prendre en compte globalement. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles
on peut gérer le fonctionnement de la métropole, son évolution en croissance ou en décroissance. Par contre, le fait que ça croisse ou ça décroisse ne dépend pas que des métropoles elles-mêmes ou même des gouvernements. Donc ça, je pense que c'est important aussi de savoir gérer cette imprévisibilité-là et faire en sorte qu'on puisse s'y adapter. Sur la question plus large, vers quelle est l'évolution globale, alors là, je me sens complètement incompétent pour répondre, mais en tout état de cause, je pense, et l'expérience montre qu'effectivement, la question de vie ou survie des métropoles, autant c'est dur d'y répondre, autant à la question de la fonctionnalité, c'est-à-dire pourquoi les gens viennent vivre en fait dans une métropole. Est-ce que c'est alors il y a une question de choix, souvent c'est une question aussi de la vie m'a emmené dans ce schéma de vie où j'ai trouvé mon modèle économique vivable et viable, et ce qui fait que je vis en ville ou qu'au contraire je ne peux pas vivre en ville. Voilà, c'est ça qu'il faut réussir à caractériser. Et une fois qu'on a posé ces équations-là, on sait dire quels sont les leviers sur lesquels on peut jouer si on souhaite effectivement maîtriser le développement de la métropole. Alors, effectivement, il n'y a pas de réponse univoque. Toutes les métropoles ne vont pas être, sanctionnées de la même manière par rapport à l'atténuation et à l'adaptation. C'est lié à leur situation géographique, à l'historique, à leur activité. Mais bon, quand même, juste pour orienter, si on prend la question de l'accès à l'eau, par exemple, on voit bien que, par exemple, Perpignan, dans le contexte des stress hydriques à répétition, et toute cette région des Pyrénées-Orientales ont quand même beaucoup de soucis à se faire. Et le lac-duc d'Omissia qui amène l'eau de l'embouchure du Rhône jusque je ne sais plus où, Carcassonne je crois, et ils veulent doubler la perfusion, on risque d'avoir plus beaucoup d'eau à la fin du Rhône avec les problèmes d'étiage du Rhône l'été, etc. On a les problèmes de submersion marine, alors que vont devenir Fréjus, Nice, Antibes, Cannes, le Touquet, Berck, j'ai noté plein de stations, voilà, sans parler des canicules extrêmes. La difficulté de vivre dans des villes totalement bétonisées où la réverbération et autres font que même à l'intérieur des bâtiments, ça va devenir totalement invivable. Voilà, donc j'ai un peu orienté le propos, donc, qui souhaite rebondir. Moi, j'étais prête à enchaîner parce que comme on est dans un exercice prospectiviste, ce qui est demandé ici, c'est... Je me dis, il y a plein de réponses qui sont traitées en fait aujourd'hui, ou en tout cas de questions qui sont traitées à une échelle globale. Et le changement climatique, effectivement, il est mondial. Donc il n'y a pas de souci, réduire les émissions, c'est chacun. En revanche, dès qu'on est sur l'adaptation, on parle d'exposition, de vulnérabilité. On a un truc qui redevient local en fait. Et donc déjà, je pense qu'il faut considérer la ville dans son territoire. Et donc il y a les grandes métropoles bien sûr, mais par exemple dans un think tank, la Fabrique de la Cité, on travaille depuis 3 ans sur les villes moyennes. Et chaque élu quasiment de ville moyenne, alors souvent ils sont en plus présidents de la communauté de communes effectivement, mais raisonne sur les ressources à l'échelle de son territoire. Et par ressources, c'est très très général en fait, parce que c'est déjà les emplois, donc tout l'aspect socio-économique, la capacité à avoir des logements, des commerces. Et puis sur l'environnement, moi j'ai envie d'aller plus loin et de dire pourquoi pas proposer aux élus de faire un diagnostic ressources, c'est-à-dire le passif, l'actif, quand on prend son mandat d'élu. On fait le diagnostic de son territoire et puis quand on termine son mandat, on refait le bilan de ce qu'on a apporté. Et vous mentionnez tout à l'heure les externalités, j'y crois beaucoup, c'est-à-dire en fait, de façon calculatoire, on est capable de poser des chiffres en fait. Ils seront toujours avec un certain nombre d'incertitudes, etc. Mais si on veut redéclencher du modèle économique, du raisonnement, etc., pourquoi pas avoir cette notion de diagnostic ressources et de se dire, c'est dans mon territoire, donc la ville et son entourage d'approvisionnement. Donc, quand on parle d'agriculture locale, on se dit, en tout cas manger local, c'est dans un cercle d'une centaine de kilomètres maximum autour effectivement du territoire. Et ça permettra d'avoir des réponses qui sont différenciées, parce qu'effectivement, Fréjus, Jakarta, etc., les enjeux ne sont pas les mêmes. Donc, c'est ça qu'il faut faire fructifier, je vais reprendre ce terme-là, mais avec cet enjeu aussi de risque. Oui, peut-être effectivement réfléchir ressources. Je pense que l'avenir des métropoles, il est dépendant de cette
cette prise de conscience de la rareté des ressources, de la finitude des ressources dont dépend le développement, mais le fonctionnement de ces métropoles. Donc déjà, ça c'est un premier point. Et ces ressources, de toute façon, elles continueront de venir d'ailleurs. C'est-à-dire que ce n'est pas le territoire des métropoles. Donc simplement, au lieu de venir de l'autre bout du monde avec les chaînes d'approvisionnement et de la mondialisation, elles viendront, en tout cas c'est à souhaiter, de plus en plus sur des territoires de proximité. Donc il faut non seulement que les territoires type ville moyenne réfléchissent à leur production, leur consommation de ressources, mais aussi aux ressources qu'ils produisent pour d'autres territoires et en particulier pour les métropoles. Donc la capacité, l'avenir des métropoles, il dépend de la capacité des métropoles et des territoires dont elles dépendent, de trouver des alliances, de transformer leur interdépendance en coopération, en solidarité bien sentie, qui vont sécuriser, qui vont rendre plus résilient cet approvisionnement et ce fonctionnement. Et pour rebondir sur un propos qui est aussi de Thierry Fouchier, je crois tout à l'heure, c'était Vincent Fouchier, pardon, c'était de la ruralité, l'opposition rurale. La ruralité, c'est le territoire de la production des ressources. Les ressources qu'on veut relocaliser, les fameuses énergies fossiles qui posent des problèmes géopolitiques qu'on va chercher à l'autre bout du monde. Et on veut aujourd'hui produire des énergies bas carbone, on veut relocaliser plein de choses. C'est sur les territoires ruraux qu'on veut relocaliser de la production d'énergie électrique, on veut qu'on s'approvisionne en eau, en alimentation, etc., en matériaux. Donc l'avenir des métropoles, il est aussi dans la capacité peut-être à mutualiser un certain nombre de choses. Les territoires ruraux, ils ont la ressource. En tout cas, mais ils ont peu de moyens financiers, moins de moyens humains. Les métropoles, elles ont en général l'ingénierie, elles ont une puissance financière. Bon, est-ce que cette alliance-là, intérêt mutuel, est capable de se renforcer? Encore une fois, on ne part pas de rien, sur des sujets très précis. Il y a des plans alimentaires territoriaux, vous connaissez ça par cœur, mais il y a beaucoup d'autres sujets. On est encore loin d'avoir épuisé le sujet, et surtout, ça ne marchera que si on arrive à avoir une approche justement qui n'est pas territoire centré, c'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas à une forme d'autonomie, même si personne ne croit être totalement autonome, à l'échelle de son territoire. Il va falloir qu'il y ait des territoires, il y aura toujours des territoires consommateurs et des territoires producteurs. Est-ce qu'on est capable de penser des objectifs partagés comme, je ne sais pas moi, le zéro émission à 2050, des objectifs nationaux, en tenant compte des spécificités locales et de pondérer les objectifs. C'est-à-dire que si je donne un exemple, si je suis un territoire forestier, mon objectif, ce n'est pas la neutralité carbone en 2050. Il faut absolument, et même si mon intérêt à court terme, c'est d'utiliser ma ressource en bois pour profiter de la vague du bois énergie, non, l'objectif de la nation, en tout cas, c'est que ce territoire-là reste un puits forestier important et qu'on optimise le puits de carbone pour qu'il puisse compenser une part la plus importante possible des émissions du pays. N'empêche que ce n'est pas l'intérêt du territoire forcément à court terme. Donc est-ce qu'on est capable de faire fonctionner aussi, d'articuler ces échelles territoriales, ces intérêts différents? Ça aussi c'est un défi passionnant mais difficile. Il y a des stratégies nationales aujourd'hui. Il y a une stratégie d'adaptation, il y a une stratégie de décarbonation. Il y a plein de plans locaux, les plans climat et d'autres stratégies territoriales. Chacun se fixe des objectifs, ils sont tous pertinents, mais ils ne matchent pas entre eux. Donc, c'est juste difficile de les faire matcher entre eux. Donc, comment on arrive à faire dialoguer, à faire interagir ces différents échelons pour que c'est le défi de la territorialisation du secrétariat de la planification écologique avec ses COP territoriales. Voilà, c'est un sujet majeur. Et je finis juste en disant que nous, on pense que la question des tensions sur les ressources
et on travaille sur les conflits d'usage de ressources, eau, sol, bois, biomasse agricole, électricité, énergie, bas de carbone en général. Ça peut être un vecteur justement de discussion, d'arbitrage dans ces fameux choix et cette priorisation qu'on doit faire à toutes les échelles territoriales. Alors, je partage complètement. Je voulais juste donner un petit complément sur la partie artificialisation, par exemple, le zéro artificialisation net, ce qui n'est pas du tout décliné de la même manière à l'échelle des territoires, et c'est normal. Bah oui. C'est-à-dire que, c'est pareil, sur les territoires producteurs ou utilisateurs, etc. Et je pense qu'on ne le dit pas assez. C'est-à-dire qu'on a une différenciation des territoires. Totalement. L'eau n'est pas répartie de façon homogène. Voilà. Et c'est ça qu'il faut remettre au sens. Et c'est vrai que sur le ZAN, par exemple, on s'est posé la question, nous, à l'échelle du promoteur immobilier du groupe, qui est Vinci Immobilier, on s'est doté d'un objectif, ZAN, donc zéro artificialisation nette à 2030. Et en fait, pour le faire, il faut raisonner en portefeuille. C'est-à-dire, on se dit, en fait, on a commencé en disant, on acquiert des friches industrielles, c'est un portefeuille d'Engie, il y en a 50 partout sur le territoire, il y en a qui n'ont pas de modèle économique, il y en a qui en ont des super juteux, mais en fait, c'est le raisonnement en portefeuille, c'est-à-dire c'est la mutualisation. Donc, je le mets juste là parce que je pense qu'à l'échelle des collectivités, c'est un peu, ça rebondit par rapport à ce que vous dites, c'est de se dire, voilà, quel est le modèle sur lequel, en le mettant ensemble, finalement, l'équilibre trouve son chemin, sa voie, son modèle. On réussit sur le ZAN, c'est hyper difficile, franchement, mais je pense qu'on va y arriver où on n'est pas très loin à 2030, parce qu'on est aujourd'hui à peu près 10% d'artificialisation seulement, c'est-à-dire qu'on est capable de renaturer, redévelopper des mètres carrés qui vont compenser quelque part le développement économique dans d'autres régions. Donc ça se fait là, à l'échelle nationale, pour une entreprise comme nous, donc c'est possible. C'est vrai que le ZAN, entre par exemple la métropole de Nice et un territoire de la Lozère, c'est pas du tout la même problématique, c'est évident. Je vais repartir peut-être de manière prospective, même si je ne suis pas prospectiviste. Non, juste pour rappeler que, en tout cas dans le raisonnement quelques fondements, en fait, je pense qu'il y a deux mots-clés par rapport au débat, c'est mutualisation et effectivement sobriété des ressources, en fait. Et finalement, quand on regarde, tu citais effectivement l'Égypte ancienne, etc., mais que tous les fondements des villes se sont faits sur de la mutualisation, parce que justement, la ville, c'est le croisement des richesses culturelles, des richesses économiques, etc. C'est ça qui fonde finalement, on va dire, cet agrégat et cette densité de population. Et elle est permise parce qu'il y a des ressources et qu'on peut les mutualiser. Donc c'est ça la clé, de toute façon. La métropolisation, elle a évidemment du coup un avenir, mais en ce sens, dans une utilisation effectivement des ressources plus sobres et dans une relation interterritoriale qui doit complètement se reconfigurer en réalité. C'est ça en fait la clé, c'est de reconfigurer ça. Et ça va passer par des nouvelles gouvernances, des nouvelles alliances. Donc je pense que ça va un peu transformer finalement les politiques de décentralisation, elles vont se reconstituer aussi différemment en France, mais finalement à l'échelle mondiale, c'est ça qui va se passer. Et les villes qui ne sauront pas s'adapter ou qui n'auront plus cette capacité de ressources comme elles les avaient avant, c'est celles-ci qui sont amenées en réalité à disparaître. Et c'est ainsi, et c'est comme ça dans l'histoire de l'humanité depuis toujours. Donc il n'y a pas de sujet là-dessus. Par contre, effectivement, il faut se préparer à des tensions, vous le disiez aussi sur l'immigration, parce que le réchauffement, il n'est pas que en France, il est partout, et les tensions sur les ressources, elles vont être vraiment mondiales en fait. Le sujet va vraiment se poser ainsi. Et finalement, l'aspect climatique, extrême climatique, chaud-froid, n'a jamais été un frein à l'implantation humaine, en réalité, à la constitution des villes, puisqu'il y a les ressources, la protection, etc. aussi, et tous ces éléments-là. Mais par contre, le réchauffement va exacerber sur certains continents aussi l'habitabilité de certains territoires, et effectivement, il faut s'attendre à des déplacements de population à tout niveau. Juste à l'échelle française, c'est un peu ce qui, je pense, qui va se passer dans les décennies à venir. C'est-à-dire qu'on va avoir des mouvements sans doute du sud aussi vers le nord, et on va voir quels sont, entre guillemets, les secteurs les plus attractifs, avec justement le risque de subversion qu'on a cartographié, là, qui est réel au CRMA. Bien sûr, des populations en France vont devoir se déplacer. Donc moi, ce qui m'inquiète plus, finalement, c'est ces territoires, en fait, aujourd'hui français, et notamment dans le périurbain. Et c'est ça, moi, ce qui m'inquiète, c'est le périurbain des métropoles. C'est pas du tout le cœur des métropoles, ça, on saura le faire fonctionner. En plus, on les métropoles françaises, plutôt bâties il y a plusieurs siècles au bon endroit, d'une certaine manière. Par contre, sur le périurbain, c'est ces terres, justement, qui n'avaient pas beaucoup de valeur parce qu'elles avaient déjà des vulnérabilités et des risques qu'on connaissait
pour le coup. Et c'est là où on a vraiment un problème. Et justement, la péréquation aussi économique et ressources, c'est là qu'elle va se destiner. Donc on a une fragilité en fait de nos périphéries françaises, à mon avis, qui est extrêmement forte, et des tensions également avec des territoires soumis à plus de vulnérabilité. Par exemple, on travaille sur les territoires de montagne, et notamment en ce moment avec la Banque des territoires pour essayer de bâtir des plans d'action. Mais en fait, les vulnérabilités, on va les retrouver dans différents endroits et pas forcément au cœur des villes. Voilà, juste pour finir, voilà, le CEREMA, évidemment, on travaille bien sûr sur les villes, et là, on travaille essentiellement bien sûr sur l'habitabilité, tous les sujets qu'on a évoqués tout à l'heure, mais surtout sur la résilience des infrastructures. L'ensemble des infrastructures dans les métropoles n'ont pas été conçues pour des températures, par exemple, plus 4 degrés sur une route, plus 4 degrés sur un pont, plus 4 degrés sur un réseau électrique. On n'a pas du tout bâti des choses comme ça. Donc là, l'urgence, c'est aussi à chaque renouvellement entre guillemets d'infrastructures, et c'est là-dessus que les métropoles sont sensibilisées. C'est là qu'il faut tout de suite anticiper, et donc là ça coûte effectivement de faire les infrastructures de demain, mais la clé aussi, parce que c'est l'approvisionnement et c'est comme ça qu'on mutualise, la clé elle est là, au-delà de la sobriété bien sûr foncière, de l'utilisation d'eau, de l'utilisation de l'énergie. Voilà, il y a ce fonctionnement qui sera aussi déterminant au niveau des métropoles. Merci. Vous allez avoir le mot de la fin sur ce segment, puisqu'après on va passer la parole à la salle. Alors moi je voulais juste dire quelques mots sur ce qui a été dit tout à l'heure sur les territoires. On travaille beaucoup, on est un acteur français qui produit en France avec la très très grosse majorité des composants français, voire quand il faut aller chercher ailleurs c'est européen, mais ça va pas beaucoup plus loin. Et donc on travaille beaucoup sur vraiment des territoires qui vont dans un rayon de 250 km autour d'une installation industrielle et pas beaucoup plus loin. Et on se rend compte aujourd'hui que c'est quelque chose qu'on a porté à bout de bras pendant un certain nombre d'années, que maintenant qui devient intéressant, qui est aussi un peu aidé. Mais quand on commence à parler d'écologie territoriale, par exemple, sur une zone industrielle, et se dire, mais en fait, le voisin à côté, il pourrait peut-être me fournir un truc qui est un déchet pour lui, mais qui me servirait à moi, ça, c'est très dur. Parce que l'ouverture des cahiers, de n'importe qui finalement, d'un industriel, d'une copropriété, d'une ville, en fait, c'est pas évident de savoir qu'est-ce qui rentre chez moi. Est-ce que j'accepte de dire ce qui entre chez moi, et puis j'accepte de dire ce qui potentiellement moi je rejette. Et donc cet exercice-là, il est encore très loin d'être abouti, et je pense qu'à court terme, là c'est pas de la projection à long terme, c'est vraiment du court terme, c'est quelque chose qu'on pourrait faire et qui certainement rendrait service au territoire. Et éviterait de réinventer le fil à couper le beurre quand le voisin il peut nous fournir de l'eau. Voilà. Ça veut aussi dire certainement, sur certains sujets, un assouplissement de certaines réglementations ou un retravail de certaines réglementations, pas forcément pour les rendre plus lâches, mais pour les faire différentes. L'utilisation des eaux grises, le sujet du réemploi. Voilà. Il y a énormément de choses aujourd'hui qui ne sont pas gérées, et qui sont soit ni facilitées, soit juste pas gérées, et qui du coup vont poser assez rapidement soit des soucis en termes d'entrave, soit vont faire baisser les bras à certains, et on va passer à côté d'opportunités réelles et qu'on pourrait saisir maintenant en fait. Il n'y a pas besoin d'attendre 10 ans pour saisir ou d'arriver à un point de non-retour et d'être au pied de la falaise et de se dire voilà. Donc voilà, moi je pense que sur les métropoles notamment et les zones industrielles moyennes et grandes, il y a des ressources énormes qu'aujourd'hui on ne voit pas parce qu'on n'a pas la transparence de l'ouverture des cahiers et qu'on pourrait utiliser. Alors, juste un témoignage et après je passe la parole tout de suite. Moi, j'étais jeune élu, ça remonte, c'était en 92, j'avais proposé la création d'une bourse des déchets sur le principe des écosystèmes territoriaux. Et maintenant, à l'époque, c'était compliqué parce que c'était en papier. Maintenant, je pense qu'on devra pouvoir créer des applis, en fait, faire une offre en disant voilà, moi j'ai telle ressource, j'ai trop d'eau, j'ai trop de ceci, trop de cela, qui qu'en veut. Voilà, là, je pense qu'il y a des pistes, en tout cas. Oui. Très bien. Voilà. Bah, écoutez, en tout cas, vraiment, merci déjà pour cette... Et puis, avant de vous remercier vraiment, quand on aura terminé, c'est la série des questions.